Alors que le Lorcana Challenge de Bologne arrive à grands pas, il est grand temps de me poser la question principale, qu'est-ce que je vais jouer à Bologne? Je vous laisse mettre en commentaire votre avis sur ce que je devrais jouer à Bologne, si jamais je dois y aller avec un deck violet-gris que je maîtrise, même si jamais c'est pas le meilleur deck du moment, ou si jamais je dois y aller en vert-gris Bucky et trahir tous mes principes pour tenter d'avoir de meilleurs résultats. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Lorcana. Aujourd'hui on va attaquer pour de bon la révélation des cartes parce qu'on a eu 30 cartes révélées depuis la vidéo il y a quelques temps. Donc on va pouvoir analyser un peu tout ça, surtout qu'au moment où je tourne la vidéo il y a eu genre une quinzaine de cartes révélées, dizaines au moins, voire même quinzaine de cartes révélées en très peu de temps, ce qui est assez intéressant parce qu'on a pas mal de choses à voir, pas mal de cartes qui ont l'air relativement fortes. Et je m'excuse d'avance si de temps en temps vous entendez le ventilateur qui souffle un peu dans le micro, j'espère que c'est pas trop le cas, mais sachez juste que je crève de chaud et que porter un t-shirt pour ce genre de vidéo, c'est long. J'ai qu'une seule envie, c'est de faire la vidéo, d'enlever mon t-shirt et de faire le montage. Voilà, très clairement. Mais donc on a pas mal de cartes à voir et franchement des trucs qui sont assez intéressants. Je pense que Chap 5 va être un peu tricky, peut-être des nouveaux decks qui vont arriver parce que vous allez voir qu'on a peut-être quelques combos qui pourraient mener à l'apparition de bicolorité qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant ou alors qui pourraient revenir au goût du jour. On va commencer avec une carte, la numéro 1, pour 4 mini amies compatissantes. Un 5, 2 de l'or pour 4, ce qui est des stats un peu en deçà, il faut avoir un bon effet. Et elle a un effet ok tiers, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage et lui retirer jusqu'à 2 dommages. C'est pas un mauvais effet en soi de pouvoir faire du soin dès que tu pars à l'aventure, surtout avec un personnage qui a 2 de l'or et 5 de vie. Le problème, c'est que c'est pas un effet assez intéressant dans l'Arcana pour être pleinement joué. Je veux dire, entre mini ou réponse, pour 4, l'effet est vite choisi. La pioche, c'est bien meilleur, malheureusement. Carte numéro 2, Merlin en tortue. Et ben donc, on va peut-être avoir la suite des Merlins et des mimes qui vont arriver petit à petit. Les mimes, j'espère qu'ils vont pas y aller trop fort tout de suite, parce que je rappelle que les 2 mimes qu'on a actuellement sur 3 mimes existantes, on enlève la dragon, et en gros, il reste mime renard et mime serpent, et mime renard, mime serpent, ça fait 90% des decks violet-gris. Des decks violets. Les gris, justement, ça dépend. Mais donc, clairement, j'espère qu'ils vont y aller mollo sur les mimes et qu'ils vont faire des mimes un peu moins statés, hein, ou alors non ancrables, wink wink, la mime renard. Mais donc, ce Merlin tortue, en tout cas, pour 4 ancrables, 3-3-2 de l'or, ce qui ne sont pas des mauvais stats, quand vous jouez ce personnage ou lorsqu'il quitte le jeu, donc il a bien un effet d'entrée de jeu et de sortie de jeu comme tous les Merlins, on peut regarder les 2 cartes du dessus de votre pioche, on en remet une en dessus et l'autre en dessous. C'est pas inintéressant comme pouvoir, parce que ça permet de faire un peu l'équivalent de chaudron d'Ursula quand on joue le Merlin ou quand on l'enlève, donc on sélectionne un peu sa future pioche. Maintenant, si on le compare à Merlin Lapin qui pioche lui directement, ou si on le compare à Merlin Chef qui fait des points, bah j'ai du mal à voir ce Merlin être joué, même si j'ai mis la 2 de lance qui est intéressant. Le problème c'est que les Merlins on les joue pas spécialement pour le lore, on les joue juste pour les effets d'entrée et de sortie de jeu, qu'ils les fassent et qu'ils s'en aillent et qu'ils se taisent à jamais. Clairement, ce Merlin Tortue, j'ai du mal à l'imaginer voir être joué, à moins qu'il y ait des trucs vraiment ultra intéressants là, tel quel. Je suis pas forcément un très grand fan, je dois l'avouer. On a Clarabelle pour 1, 1-2, 1 de l'or, donc un petit personnage à 1 en émeraude. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 2 d'encre pour choisir un objet de bannir. Ce qui veut dire que Clarabelle, vous avez un peu 2 manières de la jouer. Première manière, vous la jouez pour 1 avec une 1-2 et 1 de l'or, basta. Manière numéro 2, vous la payez pour 3 et du coup c'est un Benja nul parce que pour 3 elle a que 1, 2 et 1 de l'or. Bon, à la limite si jamais ça avait été juste 1 de plus, pour 2, une 1, 2, 1 de l'or qui pète un objet, j'aurais dit ok. Le problème c'est que pour 3 on a vraiment mieux, y compris en vert, parce que je rappelle qu'en vert on peut péter les objets pour 2. Là pour 3 franchement 1, 2, 1 de l'or qui pète un objet, on piche un peu beaucoup quand même. On préférera clairement jouer Benja ou d'autres cartes dans ce genre de situation. Je suis pas ultra fan de cette Clarabelle. Pour 2, la fin est proche en rubis une action, pas une chanson, attention. Choisissez l'un de vos personnages et redressez-le. Il ne peut pas partir à l'aventure pour le reste de ce tour. Jusque là, c'est exactement le même effet que Fans of Flames. Je sais plus le nom français, à chaque fois je l'oublie. Et donc je ne retrouverai pas d'ici là. Je l'aurais mis en texte évidemment au-dessus de ma tête au moment où je l'ai dit. Comme ça, le montage me sauvera la vie. Toujours est-il que ça a le même effet mais ça coûte 1 de plus. Parce que ici, si on choisit un personnage méchant de cette manière, on gagne un éclat de l'or.
Alors, des méchants en rubis, il y en a quand même pas mal. Et dans les decks compétitifs joués actuellement, il y en a vraiment pas mal des méchants qui sont joués et qui sont assez bons. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de jouer ça? Je veux dire, on pourrait très bien jouer le fou pour 2 et certes, il va pas nous faire gagner un éclat de l'or tout de suite, mais d'une, il peut redresser n'importe qui. Et de deux, enfin, il peut redresser n'importe qui. Cette carte-là aussi peut redresser n'importe qui. Mais l'avantage de le fou, c'est que vous avez un personnage en jeu derrière qui peut faire du lore plus longtemps ou taper des trucs, qui a un peu plus de choix que de juste gagner du lore. Du coup, je suis quand même plus fan de jouer le fou plutôt que la fin est proche, même si jamais la petite idée sur un deck méchant peut être intéressante. Je pense que le fou fera un meilleur taf la plupart du temps. Je ne m'amuse plus du tout. Voilà, ça c'est clairement la carte de tous les pleureurs et les pleureuses qui n'aiment pas Vergris et qui sont très contents que Bucky ait été nerf. Bah voilà, c'était des joueurs, voilà, il pleuvait, ils étaient tout tristounes et je m'amuse plus du tout. Oh là là, attention, si les joueurs ne s'amusent plus du tout, il faut absolument détruire ce Bucky. Blague à part, pour une action, choisissez l'un de vos personnages et placez-le dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Bon. Du jeu sur l'encre, il y en aura, on va en parler un peu plus tard. Mais là, tel quel, honnêtement, certes, d'un côté, c'est un moyen de faire du ramp un peu plus rapide aussi. Et typiquement, vous pouvez, par exemple, jouer Je ne m'amuse plus du tout sur votre Mickey Détective qui va plus faire grand chose de la game. Comme ça vous fait encore une encre en plus. Vraiment, ça me fait pas du rêve de voir balancer un de tes personnages pour faire une encre en plus. Et en plus, tu claques cette carte-là, encore. Donc, tu perds 2 cartes pour faire une encre. Je veux dire, à côté de ça, je vole, c'est vraiment bien meilleur, donc non, je ne m'amuse plus du tout. Je ne pense pas que ça sera joué. Par contre, bien évidemment, ça sera un moteur de même incroyable. Je compte sur vous, la communauté, sur Internet, bien évidemment. Le Seigneur Hector, on a de nouveau des cartes de l'univers de Merlin, on avait vu, mais on a aussi d'autres personnages que Merlin, Arthur et Mime, ce qui est assez cool. Bon, il y avait Archimède, je sais. Vous voyez où je veux en venir, on voit un peu d'autres personnages humanoïdes. Pour cette Seigneur Hector, 7-10-3 de l'or. Chevalier qui est intéressant, vous allez voir que le trait chevalier, il y a un gros focus dessus quand même dans ce set de manière générale. Et si on le compare un peu à un autre gros personnage qui coûte juste un de plus, on a Maui qui pour 8 est une 8-8-3 de l'or. Ici le Seigneur Hector, si on resserre un peu ses stats, on peut dire que 7-10 c'est plus ou moins équivalent à 8-9. Donc on peut dire que par rapport à Maui, il coûte 1 de moins et il a un de vie de plus que ce qu'il devrait, entre guillemets, mais il est non ancrable. Et non ancrable pour une carte qui n'est pas alter, c'est toujours un immense problème, surtout que la carte coûte cher. Là, vraiment, pour 7 non ancrables, faut le sortir, faut y aller, quoi. On préférera, je pense, jouer des gros tons ancrables, même dans les decks qui veulent essayer de jouer des gros tons. Donc non, je n'ai pas grand espoir pour ce Seigneur Hector, même si jamais il a des stats fort intéressantes et que c'est de nouveau un personnage qui rentre dans la catégorie très rare d'avoir des statistiques avec 2 chiffres, avec ce petit 10 de vie. Tel quel, vraiment, je n'ai aucune confiance en lui, malheureusement. Pat, le champion de catch. Alors évidemment, en tant que fan de catch, cette carte me réjouit. Mais malheureusement, on regarde l'effet. L'effet, il est pas ouf pour l'instant. Pour 3 non ancrables en plus, c'est une 1-3 avec 1 de l'or. Et on peut l'incliner pour montrer la carte du dessus de notre deck. Et si jamais c'est un autre Pat, vous pouvez le jouer gratuitement. Le problème, c'est que les pads, pour l'instant, il n'y en a pas des masses, ils sont tous en émeraude, et il y en a un seul qui est un peu jouable, celui qui est ward, et qui peut avoir des bonus en lore, selon sa force, sachant qu'il booste sa force si vous jouez des actions. Tout ça. Il y avait des decks un peu rigolos, Alice, qui permettaient de jouer des soutiens, et donc tu boostais tes pads et tes Alice, et tu faisais beaucoup de lore en un tour, tu essayais de faire une sorte de OTK, One Turn Kill, le fait de gagner en un tour de 0 à 20, mais c'était pas vraiment compétitif, c'est plus du rigolo, pour être honnête. Mais donc ce pad... Bah, à moins qu'il y ait de nouveaux pads qui arrivent, franchement, là, tel quel, je me dis que c'est juste nul. Il s'incline pour mettre un perso gratuit en jeu, ok, très bien. Mais c'est une 1-3, il va se faire atomiser très rapidement, donc je pense pas qu'il fera grand chose. Tel quel, avec les cartes qu'on a vues pour l'instant, en tout cas, je ne le trouve pas jouable du tout. Et Mufasa, regardez-moi la beauté de cette carte. Est-ce que cet artwork, il n'est pas incroyable? Jeanne Plounvez, pardon, vraiment ultra belle carte, j'adore le design. Il est juste fou. Plus vous savez, Roi Lion, tout ça, j'adore, donc vraiment Mufasa, je suis très fan. Pour 8 non ancrables, aïe, ça pique un peu, clairement, là il faudra jouer du bon gros ramp pour atteindre les 8 non ancrables, sinon c'est pas très jouable, on va pas se mentir. 4-9, bonne stat défensive, il a le 4 d'attaque qui le sauve de Medusa, donc vraiment de très bonnes stats, il va être très dur à gérer. 4 de l'or, ce qui est énorme, et évidemment, donne envie de le jouer avec des sous-fétis, ce genre de choses-là. Et ça tombe bien parce que ce qu'il fait, ça peut aider ce genre de mécanique. Quand on joue ce personnage, déjà, on incline
Oui, on incline toutes les cartes qu'on a dans l'encrier. Puis, on en remet 2 au hasard depuis l'encrier dans notre main. Donc on va les mélanger, puis en prendre 2. Donc déjà, c'est la première fois qu'on peut récupérer des cartes de l'encrier dans notre main. C'est une mécanique, on s'en doutait qu'un jour elle allait arriver, mais enfin, on a des mécaniques intéressantes à ce niveau-là. Donc Mufasa, quand vous jouez pour 8, bah vous allez jouer pour 8 parce que sinon vous inclinez tous 2 encres, c'est un peu dommage. Si vous avez plus d'encre que ça, vous allez repasser à 6 d'encre. Attention, vous allez repasser à 6 d'encre. Mais vous aurez 2 cartes de plus en main. Donc déjà, c'est un personnage qui te fait piocher 2 cartes. Super intéressant, d'autant plus que si tu as en début de partie ancré beaucoup de cartes qui coûtent très cher, ça vous donne un moyen de les récupérer pour la fin de partie. Vraiment, c'est super intéressant. Les cartes que vous avez mises en encre sans les voir avec des Mickey détectives, des trucs comme ça, vous pouvez les récupérer aussi. Non, vraiment, cette carte, rien que de pouvoir piocher 2 cartes parmi les cartes que vous avez mis en encre, ça rend rien que pour ça le gameplay super intéressant. Mais en plus, c'est ce qu'on appelle un finisher, une carte qui peut clore une partie, parce que quand vous envoyez ce personnage à l'aventure avec ses bons gros 4 de l'or, eh bien vous redressez toutes les cartes de votre encrier. Donc vous pouvez par exemple, tour 8 poser Mufasa, vous avez 6 d'encre, le tour d'après vous montez à 7 d'encre, vous claquez pour 7 un Lucky Dime, donc un sous-fétiche, vous envoyez Mufasa à l'aventure, il fait 4 de l'or, vous redressez toutes vos encres, vous avez donc 7 d'encre pour pouvoir potentiellement faire des trucs assez ouf, genre claquer votre sous-fétiche sur Mufasa et faire 4 points de plus, et peut-être faire d'autres choses avec les 5 à côté. Donc non, vraiment, carte super intéressante. En plus, si vous avez... En vrai, il y a même des tours de port à faire, parce que, imaginons, au tour 8, quand vous avez posé votre Mufasa en jeu, vous avez incliné toutes vos encres. À ce moment-là, vous avez une plume en forme d'arête qui vous permet de monter à 9 d'encre le même tour. Donc avec Mufasa qui enlève 2 encres, ça fait monter à 7. Donc le tour d'après, vous pouvez monter à 8, donc vous pouvez faire les 2 du sous-fétiche, plus pour 6, poser par exemple une Ariel en jeu et faire du lore en plus, etc. Bref, il y a vraiment des combos assez forts à faire. Ça va être dur quand même de remplacer Tamatoa, on va pas se mentir, parce que Tamatoa, ce qui est très très fort avec lui, c'est qu'il vous récupère vos sous-fétiches ou vos objets qui ont été pétés. Et en plus de ça, évidemment, il fait beaucoup de lore. Mais Mufasa, pas inintéressant. Clairement, carte à tester parce que carte qui pourrait rentrer dans les decks bleu-rouge ou bleu-gris de manière assez tranquille. Hein. Encore une fois, avoir un gros coup en étant non ancrable, c'est moins gênant quand tu as des plumes en forme d'arête qui permettent d'ancrer les non ancrables. Voilà. On enchaîne avec Daisy Duck, carte très intéressante aussi qui met en place une mécanique que j'aime beaucoup de manière générale, qu'on va voir en jaune-vert et peut-être que, comme le disaient des gens dans les Discord, je vais encore vendre le jaune-vert pour un nouveau set et qu'au final ça sera super nul. Mais en attendant, il y a quelques cartes qui me font dire que peut-être que le rush jaune-vert, ça y est, c'est son heure. En enlevant le fait que le gris l'éclate, etc. bien évidemment. Daisy Duck pour un 1-4 2 de l'or, des stats de psychopathe. Vraiment 4 de vie pour un tour 1. Avant de la gérer, ça va être vraiment long. Et quand ce personnage part à l'aventure, l'adversaire révèle la carte du dessus de son deck. Si c'est un personnage, il le met en main. Si c'est pas un personnage, il le met en dessous de son deck. Et là, par exemple, les decks qui vont être typiquement genre des decks bleu-gris qui ont genre 23 personnes dans le deck, bah, il tombe sur une Daisy Duck 1-4 de l'or qui lui fait piocher une carte seulement un tour sur 2. Ça va être dur à gérer, hein. C'est vraiment une carte excellente pour gérer les decks bleus de manière générale, qui ont peu de personnages en début de partie. De manière générale, justement. Mais même un deck un peu gris ou quoi que ce soit, je veux dire, 1-4, tu le gères pas facilement. Après, donner des cartes à l'adversaire en main, c'est toujours un énorme risque. Après, l'avantage, c'est que c'est des personnages, c'est pas des actions. Donc ça va pas être si simple que ça. Voire même, vous pouvez essayer de enlever les cartes d'action, genre les tuons la bête, des trucs comme ça, du deck adverse, les mettre en dessous. Ça peut être intéressant, c'est quand même très tricky et surtout, c'est pas du tout sûr que vous allez faire des choses comme ça parce que soit vous allez accélérer la venue justement des événements et l'adversaire va les piocher, vous êtes dégoûté, soit vous allez les faire passer et vous êtes super content. Mais en vrai, de manière générale, les effets de meule, les effets du genre, faut pas compter dessus pour enlever des cartes du deck adverse parce que vous avez autant de chances de les enlever que de les faire monter. Bon. En attendant, Daisy Duck, carte intéressante parce que vraiment énorme carte de rush. Tu mets des Daisy Duck et des Ondins dans un deck, vraiment le mec en face il est en mode ouais, ok, ça monte beaucoup trop vite. Donc j'aime beaucoup de cette carte, je me dis que ça pourrait faire un effet de rush très sympathique avec le jaune vert. Rappelez-vous que le jeu vert a eu la nouvelle carte qui dit que vous piochez autant de cartes que l'adversaire en a en main actuellement. Donc toutes les cartes qui font beaucoup de lore ou qui permettent de faire piocher l'adversaire selon certaines conditions, bah mine de rien, ça c'est intéressant parce que ça vous permettrait derrière de pouvoir refaire une main vu que l'adversaire a encore des cartes en main grâce à cette action. Je me dis qu'il y a un truc à faire, à voir après.
Robin des Bois, cette illustration encore une fois, mais Robin des Bois, ces illustrations sont toujours tellement stylées. Nicolas Cole qui signe encore une magnifique carte ici, avec un nouveau Robin des Bois, qui coûte 5, qui est ancrable, et qui a un alter 3. Fait évidemment penser au Robin des Bois en acier, qui est extrêmement joué encore actuellement, et qui coûte encore cher pour une carte légendaire, très clairement. 3-5, juste un point de vie de moins quand même, à noter parce que ça veut dire que celui-là il peut être géré avec un Zeus. Et ce personnage gagne plus 1 de l'or pour chaque dégât. Pour chaque personnage. Attends. Pour chaque personnage adverse. For each opposing damaged card, c'est ça. Pour chaque personnage adverse qui a des dégâts sur lui. Donc c'est un Robin des Bois que vous allez pouvoir alter tôt dans la partie, potentiellement pour essayer de faire beaucoup de points si l'adversaire garde des personnages blessés. Le problème que j'ai avec la mécanique des personnages blessés adverses, c'est toujours la même, c'est que vous allez jouer votre Robin des Bois au tour 3. Imaginons que vous avez réussi à gérer pour qu'au tour 3, il y a deux personnages à face, genre le T1 et le T2, qui soient blessés. Ok. Ça veut dire que l'adversaire... Vous allez faire 3 d'or ce tour-ci, très bien. Mais l'adversaire, ces personnages blessés, il va les envoyer dans votre Robin des Bois, potentiellement le bannir déjà direct, et après, au pire, il pourra le bannir avec l'autre personnage. Les personnages blessés, ils vont juste venir rentrer dans Robin des Bois et se bannir tout seul. Et du coup, je trouve toujours que c'est très compliqué à jouer ce genre de carte. Alors, dans un monde idéal, oui, t'as le Robin des Bois 2 qui aura blessé quelqu'un, et du coup, le quelqu'un, machin et tout. Il y a des mondes dans lesquels tu peux blesser un board adverse, mais déjà, je le rappelle, la phrase fatidique, l'Orcana n'est pas un jeu où on construit un board, donc avoir beaucoup de personnages adverses à blesser en même temps, c'est toujours compliqué, parce que c'est rare dans une partie que ça arrive. Et en plus de ça, c'est juste un coup, quoi. Je veux dire... Quitte à blesser les personnages adverses, autant mettre la bête légendaire et ce sera un meilleur finisher. Ou alors le Robin des Bois qui va avoir 4 de l'or pour pas beaucoup plus cher, qui est aussi une carte incroyable. Je trouve que cette carte-là, il lui manquerait un petit insaisissable ou hors d'atteinte, un petit truc, un petit chouïa de quelque chose pour qu'elle soit vraiment rentrable dans les decks. Là, telle quelle, je n'ai pas vraiment confiance, peut-être parce que c'est une unco au final. Mais en tout cas, l'illustration est vraiment magnifique, mais la carte en elle-même, je ne pense pas qu'elle sera jouée malheureusement. Ça reste un alter, attention, on sait que les alters, c'est très joué. Try Everything, chose intéressante, une carte française dont le nom reste en anglais. La potentielle discussion qu'on a vue avec des gens, c'était que peut-être que cette carte, en fait, au final, c'est juste une carte dont le titre était resté en anglais durant la chanson. Je sais plus trop, là, pour le coup, je me souviens plus trop d'une chanson qui parle de ça dans Zootopie, donc à voir. Pour 4, donc une chanson, choisissez un personnage, on lui retire jusqu'à 3 dommages et on le redresse, mais il ne peut ni partir à l'aventure ni défier durant ce tour. Il peut toujours chanter, attention. Mais du coup, on pourrait chanter avec un personnage et du coup lui en retirer 3 dégâts et le redresser pour qu'il puisse rechanter derrière. Mais là, tel quel, c'est quand même pas bien ouf. Encore une fois, pour 4 des trucs qui permettent de retirer 3 dommages, il y a Réponse qui retire 3 dommages et qui fait piocher 3 cartes. Ici, retirer 3 dommages et se redresser, c'est pas si ouf. A noter quand même qu'un effet de redressement qui n'est pas rouge, c'est assez rare pour être noté. Rouge, c'est quand même la couleur du redressement facile. En jaune, il y avait quelques-uns, mais c'est souvent très conditionnel. Ici, ça ne l'est pas trop. Donc, intéressant, mais quand même assez cher pour essayer de faire des combos avec. Monstro, pas grand chose à dire, à part que pour 5, 6, 1 de l'or, c'est l'équivalent de Cerbère en acier depuis le set 1. C'est cool de voir un personnage avec des stats similaires dans une autre couleur qu'acier. Je trouve qu'en plus, je l'aurais plus vu limite quand même en rouge, où on a des personnages avec beaucoup de stats. Là en violet, c'est intéressant, malheureusement, après, ça se résume au fait que c'est un personnage avec des gros stats et pas d'effets. Et souvent, les personnages sans effet, on ne les joue pas trop. Donc je ne pense pas trop que Monstro sera joué malheureusement. Anna, alors c'est en italien, mais vous inquiétez pas, j'ai prévu la traduction de côté, donc tout va bien. Cette carte, son texte n'est pas compliqué. Quand on joue ce personnage, l'adversaire choisit et incline un de ses personnages. Redressé. Important quand même à préparer, à noter. Et du coup, ce qu'il faut noter, donc, c'est que Anna, c'est une sorte de Pinocchio, qui va avoir un peu des meilleurs stats derrière et des traits intéressants, le trait reine et le trait mage quand même. Mais l'adversaire choisit le personnage à incliner. Donc, dans le cas où tous les personnages sont inclinés, sauf le personnage qu'on veut incliner, c'est parfait, parce que l'adversaire va être forcé de l'incliner. S'il a un seul personnage, évidemment aussi, c'est super efficace. Mais si jamais il y a au moins 2 personnages redressés, l'adversaire choisit et donc peut nous faire incliner le mauvais personnage. Donc je n'ai pas trop confiance, c'est non ancrable en plus. D'un côté, pour l'inclinaison, je compatis. Mais là, tel quel, je ne suis pas forcément ultra fan de ce personnage, je dois l'avouer. Clarabelle.
Contented Wildflower. Ce qui me fait marrer, c'est qu'il y a plein de cartes avec Clarabelle et pas encore une seule avec Horace. Alors j'imagine c'est parce que Clarabelle a plutôt une relation amoureuse avec Dingo dans le film des Trois Mousquetaires. Mais bon, on peut quand même noter que ce bon vieux Horace, ça serait cool de le voir au moins une fois. La team Journal du Mickey représente bien évidemment. Pour 3 ancrables, 2-3 Handler, quand on joue ce personnage, si l'adversaire a plus de cartes en main que vous, vous piochez une carte. Et encore une fois, on a des mécaniques en vert et en jaune qui font piocher des cartes adversaires ou qui profitent du fait que l'adversaire a plus de cartes en main que nous. Et donc Clarabelle, même si c'est pas un personnage de rush, c'est tout de même un personnage qui peut piocher en violet. Alors évidemment, si on compare à Maléfique, c'est nul parce que pouvoir piocher que si l'adversaire a plus de cartes en main que nous pour juste 1 de vie de plus par rapport à Maléfique, c'est pas du tout comment dire, c'est pas du tout un bon trade, quoi. C'est pas du tout une bonne plus-value suffisante par rapport à Maléfique. Mais encore une fois, en vert, à part Diablo, il y a des problèmes de pioche et surtout la pioche est très conditionnelle. Donc bah les petites pioches sont souvent conditionnelles et du coup il faut trouver des solutions pour piocher. Donc encore une fois, pour moi, c'est tout de même un truc qui pourrait être intéressant. À noter quand même que je me demande si jamais les deux personnages qu'on voit danser en bas avec les gants blancs de style Disney, ce ne serait pas Mickey et Minnie. À noter, peut-être ce serait un peu rigolo. Le génie pour 7, carte légendaire, et lui on va en parler parce qu'autant de vous dire que je développe un king certain déjà pour ce personnage, et je pense que Romuald n'a pas encore vu la carte, parce que sinon il m'aurait déjà envoyé 36 épées en me disant « Ça y est mec, j'ai mon deck pour le Jet 5 ». Génie légendaire, alors c'est en allemand, mais fort heureusement encore une fois j'ai la traduction. Pour 7 non ancrables, 5-5 d'or. De stats honnêtes, il se fait gérer par Zeus, oui c'est vrai. 7 non ancrables c'est quand même assez cher, donc il faut que son effet soit très fort. Et là l'effet, tant que Génie est incliné, les personnages adverses ne se redressent pas au début du tour. Et là, tout de suite, on imagine des decks avec le Génie, et Elsa, et Hydros, et plein de cartes pour incliner les personnages adverses. Et du coup, les personnages adverses peuvent ni défier, ni partir à l'aventure. Du coup, on pourrait en profiter pour mettre Mergotel. Non, je déconne, pour Mergotel, c'est pas une bonne idée. Par contre, des decks améthyste acier, avec du rempart en acier et des blasts pour les trucs vraiment gênants et du pet objet. Et à côté, en violet, la pioche évidemment, mais surtout plein de cartes d'inclinaison et de la gestion pour arriver au tour où tu poses le génie. Et s'il n'est pas instantanément géré, bah t'es tranquille. Ça pourrait être très intéressant. Autre chose qui pourrait être intéressante, c'est de réussir à lui donner hors d'atteinte, en vert ou en bleu, avec des lieux ou avec Aurore, afin de pouvoir protéger votre génie des effets adverses qui permettent de gérer tout simplement. Et du coup, encore une fois, de bloquer le board. Donc, il y a des choses à faire. Je pense que c'est ultra NPE et que les gens qui se plaignaient de Bucky, ils vont tellement pas aimer le jour où ils vont tomber sur un génie qui bloque entièrement leur board et qu'ils n'ont pas la solution en main. Après, la différence quand même, c'est que là, on arrive sur une carte de tour 7, donc des solutions, il y en a plein que les joueurs peuvent avoir entre-temps pour pouvoir le gérer. Donc je pense pas que ça va être un deck ultra compétitif, mais je pense qu'il faut essayer le deck génie, inclinaison. Pour moi, il y a vraiment des trucs à faire, il y a vraiment des trucs à faire qui peuvent être assez forts. Donc, à tester. Yago, le faux flamant rose, pour 4, 2-4, 1 de l'or et évasi, donc insaisissable, et sa capacité lui permet que quand il part à l'aventure, vous payez 2 demandes pour la prochaine action que vous jouez ce tour-ci. Alors, d'un côté, les decks verts qui veulent jouer des actions moins chères, bah potentiellement il y aurait les decks verts qui veulent faire de la meule, et du coup tu peux payer tes rêves bleus moins chers et donc essayer de meuler plus vite le deck adverse. Maintenant, on est quand même sur un personnage qui apporte pas non plus grand chose. C'est insaisissable, c'est cool, il peut aller chasser des trucs insaisissables un peu en face, en cas de besoin. Surtout, bah, justement, il va faire du lore pour pouvoir payer moins cher des actions derrière. Je suis pas forcément ultra fan, mais on sait jamais. On sait jamais. Voilà, dans un deck meule, ça pourrait être une carte intéressante. En dehors de ça, je le vois pas trop être joué, on va pas se mentir. Aide, une hyène pour 4 non ancrables, 2-4, 3 de l'or, de très bonnes stats pour être honnête, vraiment très intéressante. Le 4 qui permet de le protéger du smash, bon 2 c'est quand même triste par rapport à tout ce qui est Sissou Brawl, Medusa, etc. Mais mine de rien, ce personnage ne peut pas être défié par des personnages ayant au moins un dommage sur eux, donc dans un deck vert-gris dégâts direct, on a encore une fois une carte qui permet de mettre une grosse pression au lore. Et mine de rien, bah, le deck dégâts direct, vert-gris, on a eu tellement de cartes vertes qui peuvent faire beaucoup de lore et qui rentrent dans ce genre de mécanique que je commence à me dire que ça pourrait de nouveau être un truc qui pourrait arriver, avoir plein de dégâts directs et des personnages qui lore très très fort et qui sont protégés via les dégâts directs ou le fait que les personnages en face, bah, ils sont blessés ou bannis et du coup c'est tranquille. Donc,
Je demande à voir, vraiment, encore une fois, il y a peut-être des trucs à faire, ça peut être très intéressant, je pense. Le Merlin's Cottage, autrement surnommé déjà le Bruno's Cottage, vous allez vite comprendre pourquoi. Un lieu pour un cassette de vie, c'est intéressant parce que c'est pas cher à jouer et du coup ça tank relativement bien quand même, autant que le château de la reine. Et du coup sa capacité c'est que les deux joueurs, enfin même tous les joueurs, si vous jouez en multijoueur, jouent avec la carte du dessus de leur deck qui est révélée. Alors ça, déjà, évidemment, la combo avec Bruno ou le chapeau de sorcier est évidente parce que du coup, vous savez à l'avance la carte qui arrive, donc pour la nommer c'est beaucoup plus simple. Bien évidemment, les combos sont assez forts par rapport à ça. Ça pourrait relancer le deck bleu-violet. Le problème que j'ai avec le bleu-violet, c'est que tant qu'on n'a pas de reset de table, de trucs qui vraiment bannissent plein de personnages d'un coup, en bleu ou en violet, les decks seront toujours sensibles au fait que l'adversaire pourrait tout simplement prendre l'ascendant sur le board, et vu que vous n'avez pas de reset, vous n'avez aucun moyen de revenir. L'adversaire, il peut juste spammer le board et continuer à prendre l'ascendant, et c'est compliqué. Maintenant, la combo est quand même intéressante parce que ça veut dire que Bruno, à chaque tour, il va faire 3 de l'or et en plus de ça, il va vous faire piocher une carte. Donc, c'est quand même pas dégueu. Maintenant, s'il n'y a que ça, le lieu, il va se faire casser la tronche et ça ne marchera plus. Donc, je suis quand même un peu embêté par rapport à cette mécanique. Je trouve la combo super intéressante, mais en même temps, dans un deck compétitif, je suis pas sûr que ce soit assez fort pour être vraiment joué. L'autre chose à noter, par contre, c'est que dans d'autres decks, on pourrait aussi en profiter. Typiquement, Mufasa. En deck Mufasa. Bah, ça permet de savoir ce qui va arriver et donc ça permet de savoir si vous allez bannir votre Mufasa ou pas, genre les choses là. A noter tout de même que dans tous les cas, quand vous le jouez, c'est aussi un avantage et un défaut. Parce que certes, vous voyez la main adverse, mais l'adversaire voit aussi la vôtre. Dans le sens que vu qu'on voit toutes les cartes piochées, bah naturellement, on va voir toutes les cartes dans la main adverse. Donc quelqu'un qui a un très gros cerveau et qui retient très bien les cartes pourra en profiter. Et donc ça va quand même créer un sacré skill gap, hein, donc un écart de niveau entre les joueurs qui sont habitués à retenir les cartes de la main adverse et qui vont pouvoir grandement profiter de ce cottage de Merlin, alors que les joueurs qui n'ont pas l'habitude ou qui ne vont pas le faire en profiteront moins. Donc, joueurs qui avaient un gros cerveau, profitez-en, cette carte peut vous donner un avantage massif par rapport à des joueurs qui ne le font pas. Robin des Bois, je suis désolé, la carte elle est un peu coupée, mais parce que j'ai pas trouvé de meilleure version malheureusement. Carte italienne pour 2, 2, 2, 1 de l'or. Et quand il arrive en jeu, si un personnage adverse est blessé, il gagne 1 de l'or. Alors pour 2, avoir un effet comme ça, c'est intéressant. Maintenant, le problème, c'est que si jamais on veut le faire avec les mimes qui remontent en main et le refaire derrière, bon, on joue pas grillé. Si on joue pas grillé, on pourra pas mettre si facilement que ça des personnages adverses blessés. Donc, un peu mitigé. Je préfère clairement le Robin à 2 qui est en acier pour l'instant. Mais ça fait des Robins A+, qui coûtent pas cher pour pouvoir alter les Robins par-dessus derrière. Donc ça reste quand même super intéressant derrière, on va pas se mentir. Blanche-Neige, et là on rentre dans un gros arc de ce reveal. L'arc Blanche-Neige et les 7 nains en acier chevalier. Blanche-Neige pour 5 non ancrables, c'est une 3-5 avec 3 de l'or. Des stats plutôt honnêtes, sachant qu'elle va gagner résistance 1 pour chaque autre chevalier que vous avez en jeu. Les 7 nains sont chevaliers, mais donc là on a un vrai archétype chevalier. A noter que les mousquetaires, je crois, sont tous chevaliers, ou pas loin. Donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant à noter derrière. Je suis pas sûr à 100%, hein, donc faut quand même checker. Mais, chose quand même plutôt intéressante du côté de cette Blanche-Neige, des stats ok tiers. Le problème, c'est le 3 d'attaque qui fait qu'elle est gérée par Médusa. Les 5 de vie, ça prend Zeus, mais en même temps, si vous avez un petit peu au moins d'autres chevaliers, au moins un, elle tankera le Zeus. 3 de l'or derrière, ce qui est plutôt honnête. Carte intéressante, mais je pense pas qu'elle sera assez intéressante pour être vraiment jouée, à moins que l'archétype explose parce qu'il y a plein de cartes trop bien derrière. Là pour l'instant au niveau des 7 nains, vous allez voir que c'est assez mitigé. On commence avec Timide pour 4 ancrables, 3, 4, 1 de l'or, et il gagne Rempart uniquement si vous avez Blanche-Neige en jeu. Alors, autant vous dire que là tel quel, ça vend pas du rêve. 3, 4 remparts pour 1, pour 4, enfin 3, 4 remparts avec 1 de l'or pour 1. Non, ça me va pas du tout du rêve, on a des meilleurs remparts à jouer, franchement, là, tel quel, non. Je dis non à Timide, désolé, je ne le trouve pas intéressant. On a Doc, et Doc, lui, il est toujours intéressant pour 2 non ancrables, 1, 3, 1 de l'or, et quand vous jouez ce personnage, vous pouvez, vous avez le choix, défausser votre main pour piocher 2 cartes. Sachant que si vous n'avez pas de main, bah, vous pouvez le faire, parce que dans l'Orcana, on peut faire le maximum des effets. Et pour moi, défausser une main de 0 cartes, bah ça fonctionne, typiquement, c'est comme... Ah, est-ce que c'est comme Rêve Bleu? Rêve Bleu, c'est tu défausses ta main et tu pioches cette carte. C'est peut-être pas tu défausses ta main pour piocher cette carte. Donc peut-être que c'est pas aussi intéressant que ce que je pensais. Pour moi, l'intérêt de cette carte, c'est que si vous avez plus de main, vous pouvez le jouer pour piocher 2 cartes. Voilà. C'est comme ça que je le jouerais.
Maintenant, peut-être que j'ai tort, donc des judges qui passent dans le chat, n'hésitez pas à me dire si jamais j'ai raison ou pas sur ce truc-là. Mais si jamais c'est bien le cas, je trouve assez intéressant parce que du coup, vous jouez votre deck, vous piochez des cartes, vous pouvez continuer à jouer. Et j'aime beaucoup cette espèce d'archétype où on vomit des cartes tout le temps, on en joue tout le temps. Et on en parlera à la fin des nains, mais je pense qu'il y a peut-être un... je veux dire, déjà les nains, l'archétype qui était joué, c'était l'archétype justement ambre acier avec rêve bleu et des moyens de piocher beaucoup comme ça. Parce que les nains, quand tu joues les nains jaunes, bah tu vides ta main très rapidement. Là, on pourrait jouer les nains jaunes et les nains gris, plus les deux Blanche-Neige, et essayer de faire un deck vraiment Blanche-Neige et 7 nains assez organique où tu joues des persos, tu joues des persos, tu joues des persos, et ça finit par passer. Et donc dans ce cas-là, Doc rentre très très bien dans cet archétype, je pense. Timide pour 3, 2-2, 1 de l'or, et quand vous jouez ce personnage, si vous avez un autre chevalier en jeu, vous pouvez mettre un dégât à un personnage ou un lieu. J'aime bien les cartes qui mettent des dégâts rentrent en jeu, je trouve que c'est des capacités très intéressantes en général. Maintenant, à la telle quelle, c'est pas assez intéressant à mes yeux parce qu'il y a trop de conditions derrière. Si jamais il n'avait pas la condition des chevaliers, je me serais peut-être dit, ah, peut-être que dans des decks vert-gris, tu peux jouer ce petit simplet pour mettre des dégâts en plus. Mais du coup, non, j'ai pas grand espoir pour ce simplet, malheureusement. Grincheux pour 3, 3, 1. Alors le 1, quand même, il est assez compliqué à vivre. 1 de l'or. Quand au moins un de vos chevaliers est dans un lieu, ce personnage gagne résiste plus 2. Et là, tout d'un coup, j'ai un doute. Est-ce que c'est tous les autres? Parce que le grincheux précédent, il donnait un bonus à tous les autres nains. Donc là, c'est pareil. En fait, je croyais que c'était lui, ce grincheux, qui gagnait résiste plus 2. Non, je pense que c'est lui qui gagne. Ouais, excuse-moi, j'ai réfléchi 2 secondes, mais je pense que c'est lui qui gagne. C'est pas le personnage dans lui qui gagne. Donc je pense que j'avais raison sur mon analyse. Mais donc, ça ferait un 3-1 résiste 2, donc une sorte de 3-3 potentiellement pour 3, qui peut taper les personnages avec insaisissable. Ça me vend pas du rêve. Non mais en vrai, en fait c'est tellement pas bon de juste avoir ça. Pour une super rare, je me dis non mais en fait il doit donner résistance 2 aux autres chevaliers quand ils sont sur des lieux. Écoutez, je demanderai confirmation, pareil dans le chat, enfin je dis dans le chat, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je suis pas sûr de moi là sur le coup, en fait je me rends compte qu'il y a 2 cartes d'affilée où j'avais déjà lu les cartes, j'avais déjà réfléchi à ce que j'allais dire, mais peut-être que j'ai mal compris leur effet, on verra. Joyeux pour 1, 2, 1, qui peut attaquer les personnages avec insaisissable. Super, intéressant, très bon tour 1. On aimerait avoir ce tour 1 actuellement pour gérer les Diablos. Et je pense que dans le prochain set, si Diablo continue à être joué, bah clairement ça sera un tour 1 à réfléchir. Parce qu'il a le Trek Knight qui peut être intéressant s'il y a les autres cartes derrière. Et pour 1, 2, 1, c'est déjà des bonnes stats de base, c'est un peu ce qu'on veut en général. Mais si en plus il peut taper les insaisissables qui ont 2 de vie comme Diablo, bah directement, moi je dis oui. Je dis joyeux, bonne carte à 1. Bonne carte à 1 clairement qui pourrait remplacer d'autres cartes à 1 dans certains decks. Clairement. Et enfin le dernier, non c'est pas le dernier pardon. L'avant-dernier, Dormeur pour 2, 0-4, rempart avec 1 de l'or. Le 0 me gêne un peu parce que ça veut dire que c'est comme un lieu. Tu peux taper dessus et pas perdre de personnage, pas prendre de dégâts. Donc en jouant Sleepy tu perds de la tempo d'un côté. Mais un rempart à 4 dès le début de la partie, ça peut quand même être assez intéressant parce qu'il y a quasiment rien qui peut le gérer. Et du coup si vous jouez des personnages qui font beaucoup de l'or dès le début de la partie, ça peut les rendre très résistants derrière. Intéressant. Ça peut être un potentiel remplaçant au Simba à 2 ou donc à l'Akida à 2. Et donc le dernier pour de bon ce coup-ci, Hachoum pour 4, 3, 4, 1 de l'or. Quand vous jouez ce personnage, vous donnez Challenger 2, donc offensif plus 2 à un autre de vos chevaliers pour ce tour-ci seulement. Et donc, bah, ouais, on a déjà vu des personnages qui donnent Challenger 2, pas des capacités que j'aime tant que ça. D'ailleurs, pour 4, 3, 4 seulement, c'est pas non plus si ouf que ça, donc je n'ai pas beaucoup d'affect pour cette carte, je dois bien l'avouer. Il nous reste 3 cartes, si je me trompe pas, c'est bien ça, et donc on va checker ça. Alors les 2 prochaines, elles ont un peu des formes bizarres, parce que j'ai pas réussi à trouver de meilleure qualité, vu que ça a été juste montré un peu à la wall again. Oswald, le fameux Oswald, donc Mortimer, entre guillemets, en tout cas l'ancêtre de Mickey, potentiellement. Pour 2 non ancrables, 2-1, 2 de l'or, déjà des stats très intéressantes, d'autant plus que la capacité est juste folle. Alors, on connaît pas encore sa rareté, vu que c'est une carte du fameux D23, la boîte promotionnelle qui sera disponible qu'à Disneyland, à 2-3 autres trucs, mais ça va être très compliqué de s'en procurer, sachant que ça sera seulement limité à 5 exemplaires de la boîte par personne, par jour. Donc ça va pas être simple, il va falloir se lever très tôt à la Disneyland, très tôt, pour réussir à l'avoir, je pense. Mais je pense aussi que du coup ça va se revendre énormément cher derrière. Mais donc cette carte étant du chapitre 6, comme on le voit en bas à gauche, ne sera pas jouable immédiatement. Et donc, qu'est-ce qui fait de beau ce Oswald? Pourquoi il est si intéressant? Parce que durant votre tour,
Dès qu'une carte est mise dans l'encrier, que ce soit la carte de votre tour automatique ou n'importe quelle autre carte à n'importe quel moment, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre deck. Si c'est un objet, vous le mettez en jeu gratos. Et incliné. Mais gratos. C'est méga fort. Parce que le sous-fétiche qui arrive tour 3 gratos comme ça, il peut vraiment changer la game de ouf. D'autant plus que vous allez jouer avec un personnage qui a 2 de l'or derrière. Si jamais c'est pas le cas, vous mettez la carte en dessous de votre deck. Donc c'est vraiment un personnage que vous pouvez garder debout. Vous ne vous en servez pas pour quêter, même malgré ces 2 de l'or. Pour creuser votre deck et trouver vos objets. Trouver votre plume, trouver vos sphères d'endurance. Trouver vos, comment ça s'appelle, la glace à l'eau, etc. Donc vraiment un moyen de creuser les objets de manière très efficace. Et d'ailleurs en plus ça a des super bonnes stats. Vraiment pour 2-2-1, 2 de l'or avec une capa, c'est incroyable. Donc Oswald qui va être à surveiller pour Chap 6, clairement peut-être une carte qui va être bien jouée. Et la deuxième qu'on a vue, donc c'est Vanellope von Schweetz pour 4 ancrables. Une 2-4. Alors je suis pas sûr de sa couleur, je pense que c'est une carte rubis, mais je suis pas sûr à 100%. Elle a un alter 2, on a vu des Vanellope pas chers, donc l'alter 2 il va être très facile à déclencher. Quand vous jouez un autre personnage princesse, tous les personnages adverses perdent 1 d'attaque jusqu'au début de votre prochain tour. C'est super intéressant. Parce que non seulement vous allez faciliter la mise en place de vos Médusas, de vos Sissou, de vos Brawls, etc. Mais en plus de ça, bah en fait si c'est une carte rouge, vous pouvez jouer jaune-rouge et continuer avec des Kida et donc vraiment essayer de faire des trucs assez forts par rapport à ça. Et vu qu'en plus c'est jusqu'au début de vos prochains tours, vous pouvez envoyer vos personnages à l'aventure et votre adversaire pourra difficilement beaucoup taper dessus. Donc j'aime beaucoup cette carte, je pense qu'elle va être jouable. A noter que vu qu'elle coûte 4... Non, j'ai dit n'importe quoi en fait, j'allais dire une grosse bêtise. Mais elle peut chanter quand même Be King Undisputed, donc un roi incontesté. Il y a des choses à faire. Je l'aime bien, je suis pas sûr qu'elle sera compétitivement jouée, mais franchement je pense que je l'aime bien et qu'il y a des trucs à faire avec. En plus deck princesse, jaune-rouge, voilà, ça rentre tout de suite dedans, il y a toutes les cartes qu'il faut pour pousser la force adverse. On est dans la mécanique, après je sais pas si elle est jaune ou rouge, mais dans tous les cas je la vois bien dans un jaune-rouge. Et pour finir, Scar, bon, carte un peu rigolote parce que pour 5 ancrables, une 6-3 de l'or, donc un personnage qui va lorer une fois et se faire massacrer derrière. Encore une fois, si c'était une 3-6 de l'or, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Mais là, 6-3 de l'or, tu te dis, bon, est-ce qu'il va attaquer un gros truc en face ou est-ce qu'il va faire de l'or? Ben, il a les fesses entre deux chaises et tu sais pas trop. Et du coup, il est moins intéressant. Mais ce qui est rigolo, c'est que son test dit tout simplement que quand on joue ce Scar en jeu, on peut bannir un Mufasa. Je trouve ça un peu rigolo, le petit truc du le Scar qui bannit Mufasa. Voilà, c'est une carte uncommon, peu commune. C'est la petite vanne, c'est comme la Vaiana qui permettait de bannir Teki. Je crois que c'est Teki. Teka, j'ai un doute. Mais bon, vous voyez l'idée en tout cas. Donc voilà, un petit Scar rigolo pour finir. Eh bien, je m'arrête là avant de continuer plus longtemps parce que je meurs de chaud et que je veux pas trop qu'on dépasse les 40 minutes de vidéo. J'ai bien papoté sur ces cartes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous encourage à checker un petit peu ce qu'il y a en commentaire de la vidéo et surtout ce qu'il y a aussi en description de vidéo parce qu'il y a plein de liens vers les différents réseaux sociaux si vous voulez nous y rejoindre. Ça sera avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous à tous, je vous dis à bientôt pour soit une vidéo de reveal parce que là on va être dans le moment où ça va enchaîner, soit pour une vidéo de game design, soit pour peut-être du commentaire, on verra ça. Gros bisous, ciao tout le monde. On est à seulement 2 jours de la sortie officielle du 7h et à 10 jours du Lordscanna Challenge. Alila Hyper son paroxysme, j'espère que vous êtes